Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Petites dents grand croc d'Émilie Guillaumin. Dès les premières pages, et comme souvent, j'ai déjà l'impression d'avoir lu ce livre 1000 fois. C'est typiquement le roman psychologique parisien, on dirait du Justine Lévy, de l'Eliette Abécassis ou un film d'Audrey Diwan. On y suit un couple qui va devoir affronter une crise, problème de drogue, leucémie d'un des deux protagonistes, liaison avec Carla Bruni, ou ici, dépression et vampirisme. On pourrait faire un bingo. Vie de couple en danger, dépossession de soi, problème d'entente avec la belle famille, désir féminin entravé, presque aucun marqueur social assumé, on vit dans de beaux apparts comme si c'était le cas de tout le monde, solitude pesante et surtout le roman à écrire. Le tout sans une niche d'humour ou de recul avec son sujet. Je précise que ce bingo, je l'ai écrit avant de commencer sérieusement le livre. Et pourtant j'ai vu juste. C'est dommage parce que Émilie Guillaumin écrit pas mal, parfois une poésie sensorielle qui donne envie de prendre des notes. Le ciel anthracite déversait une eau que j'imaginais d'huile, brûlante, abondante comme la douleur qui me tordait. C'est la raison pour laquelle je lui conseillerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'écrire plutôt de la poésie ou des nouvelles. Je pense que sa plume s'y déploierait avec plus de grâce, de manière moins lourdote que dans un roman. Car ça manque de souffle, j'ai pas arrêté de surligner, de griffonner, tellement il y avait des choix littéraires qui ne seraient pas les miens. Souvent ça reprend le lexique managérial et ce sans recul. Rentrée après 2 années passées dans une université américaine, j'ai rapidement gravi les échelons. D'abord en tant qu'assistante du PDG, puis comme responsable des ressources humaines. Entre le recrutement d'intérimaires, les contrats spécifiques des transporteurs, le risque d'accident de la route, le turnover et les formations propres au métier, j'ai été fière de relever ce challenge. On est content pour elle. Être là depuis le début de l'aventure, dire une page LinkedIn, m'a permis d'imprimer ma patte, de créer des procédés encore appliqués aujourd'hui. Elle aime vraiment le parcours de son héroïne en nous en tartinant des pages qui, oh coïncidence, ressemblent à s'y méprendre au sien. Et ce, sans jamais prendre le temps d'écrire une scène, de faire interagir les personnages. On a l'impression que c'est vraiment une personne qui débite son CV, qui essaie de tout le temps se mettre en valeur, d'appuyer ses points forts, et lire ça en tant que lecteur fait quelque chose d'assez pénible. Mais si ce n'était que ça, parce qu'on continue, avec un sourire aux lèvres certes, mais on tombe assez rapidement sur des scènes qui montrent un mépris de classe. Par exemple, dans cette scène, notre héroïne se rend au square, mais malheur, il y a des enfants qui sont plus grands que son fils. Et d'ailleurs, on notera que le chef de la bande s'appelle Marvin, ce qui indique subtilement qu'il ne fait pas partie du gentil monde de son petit Thomas. Il crie, des mots sauvages, parfois de simples borborigmes. Je plisse les yeux, vitrifie mon regard et songe à une tribu de nains grossiers dansant la sarabande. À côté de cette vision horrifique, des adolescentes qui se prennent en selfie. Leur bouche propulsée vers l'avant, leur tête balancée sur l'épaule, les paupières lourdes de désirs méconnus. La fumée enrobe le visage des enfants d'un halo crépusculaire. Tabagisme passif, il faut agir, faire quelque chose. Et que fait-elle quand le petit Marvin embête une petite fille en anorak ? 1. En parler avec ses parents. 2. Voir elle-même le petit Marvin. Eh ben non, le 3. J'avise un duo de gardiens de la paix emmitouflés dans des parkas bleu marine. Au téléphone également. C'est une blague, rien que le fait d'utiliser la formule euphémistique des gardiens de la paix, puis le fait d'appeler le poste aussi, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'elle va assister à un vol de sac pas de patrouille. On dirait Copé avec son vol caractérisé de petits pains au chocolat. On est carrément dans une version française de la Carène, telle que je la décrivais dans ma vidéo sur le roman de Rouman Alam. La scène continue, elle le harcèle pour qu'il lui dise son âge, puis commente. Il a une dizaine d'années et parle déjà comme une petite frappe. Voilà, on situe mieux la peur de la narratrice. Elle va donc demander à l'enfant, oui parce que à 10 ans on est encore un enfant, peut-être faut-il rappeler les bases, de se tirer du parc. Le soir, son mec lui dira que quand même elle exagère peut-être un peu, ce qui sera montré comme un manque de soutien marital. Et la seule représentation d'un gamin non blanc pose aussi problème. C'est lors d'un match de foot de son fils qu'elle aperçoit ce gamin. L'un d'entre eux, un métis en maillot rouge, joue comme un dieu. J'ai repéré sa mère. Dans les tribunes, en diagonale derrière moi, une grande blonde au sein surdimensionné et à la bouche probablement refaite, le mitraille avec son téléphone portable. Tout ce qui n'appartient pas à son monde bon chic, bon genre, fait tâche. C'est une faute de goût, un manque de classe. Puis pourquoi me préciser qu'il est métis dans ce cas-là ? C'est assez particulier. Comme si l'attrait de sa mère pour une personne non blanche, pour une personne noire, était aussi une faute de goût. Je sais que ce n'est pas écrit mot à mot, que ce n'est pas ce qui est écrit littéralement, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Surtout que les autres parents sont écrits de manière très sobre.
Et la scène ne s'arrête pas là, puisque la narratrice croit que le gamin au maillot rouge embête son fils. Elle va donc descendre de la tribune et le secouer. Et c'est encore très curieux que les gamins qu'elle martyrise soient non-blancs ou assimilés à la cité. Si c'était voulu, si c'était maîtrisé, ce serait vraiment pas mal pour décrire un racisme intériorisé. Sauf que ce n'est pas le cas, ça ne m'en donne pas l'impression. J'ai juste la sensation que c'est un impensé, et un impensé très signifiant. Au fil des pages, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le seul moment où sa plume se fait poétique, c'est quand elle décrit son corps, ses ressentis, ou bien la nature. La nature comme double de ses sensations, comme au diapason de son être. Elle se sent paumée, la forêt sera brumeuse. Au début, elle est en train d'accoucher et on assiste à un orage de délivrance. Je trouve que c'est pas mal, qu'on assiste là à des moments qui sont pas trop mal écrits, même si on ne se départit pas de la même sensation qu'en lisant Leila Slimani pendant le confinement. Celle de lire un bourgeois qui se planque à la campagne. Une campagne qui sera fantasmée, folklorique, et en tout cas qui servira de refuge à la grisaille parisienne. Au loin, l'émanation tiède d'un feu de bois. La joie pleine, organique, aussi palpable qu'une poignée de feuilles mortes que l'on froisse au creux de la main. Cette vision de la campagne ressemble un peu à un argument marketing, une vision parcellaire, qui vide la campagne de ses habitants pour en faire une quête individualiste, celle de se ressourcer, de se recentrer, de retrouver une authenticité perdue. Le retour à la campagne, c'est un topos du roman parisien tel que je le décrivais au début, avec sa variante et le retour au pays pour certains romans. Quand le héros, par exemple, est originaire d'un autre pays, je pense par exemple aux Méditerranéennes qui appartenaient à la sélection du concours de cette année. Quel est cet ailleurs utopique qui pansera mes plaies ? Les dialogues sont assez mal écrits. Mention spéciale à Pierre, son compagnon, qui parle avec le naturel des acteurs des pubs radio Leclerc. Leclerc. Dis-moi ma chérie, c'est qu'est-ce que tu écris ? Je vois que la campagne t'inspire, mais rassure-moi, ce n'est pas ça ton roman. Il faudrait que l'autrice fasse attention de ne pas abuser des mon chéri, ma chérie. La famille s'appelle comme ça à chaque réplique. Des madames aussi. Et bien qu'elle le justifie, je trouve que tout le monde ne s'interpelle pas dans la vraie vie. Suit une scène d'humiliation où il se moque de ce qu'elle écrit et qui aurait pu être intéressante si elle n'avait pas été écrite de manière manichéenne, avec la narratrice qui nous souligne ce que l'on doit penser. Geste mécanique de guignol maléfique. Ne jamais oublier que la littérature est l'art de la suggestion, de l'évocation, de l'ellipse, de la subtilité. Toujours faire confiance au lecteur. Elle est l'archétype de la privilégiée qui se fait masser quand elle est tendue et qui estime que l'extérieur est hostile. Une voix d'homme crache sa dose d'infos toxiques. Ça me fait penser aux journalistes de Elle ou de Marie-Claire qui, dès qu'il y a des événements, des mouvements sociaux, des élections, quelque chose qui fait éclater un peu leur petite bulle, se sentent menacés et écrivent des éditos pour revenir au temps de l'innocence. Cette dernière citation appartient vraiment au roman. Après, je comprends le message du roman, je comprends l'irruption du fantastique, comment la domesticité la dévore, comment elle se fait bouffer littéralement par son rôle de mère et d'épouse. C'était pas mal comme concept, bien que manquant d'originalité. Je pense au film Grave ou à Rosemary's Baby. Ça aurait pu faire une nouvelle marquante, s'il n'y avait pas eu autant de remplissage, qui servent à insister sur son désarroi, son mal-être qu'on avait saisi dès le départ avec ce rêve dans lequel une main, celle de son mari suppose-t-on, l'étrangle. Si elle avait choisi un format court, on serait resté dans l'évocation, la subtilité encore une fois, dans l'ambiguïté, et la caractérisation des personnages aurait gagné en efficacité. Les scènes se ressemblent assez rapidement dans le livre. Elle traverse une crise, en parle à son mari, et il y a une scène de réassurance puis de moquerie. Et on sent qu'elle a voulu aussi une sorte d'archétype pour le mari, qu'on pourrait appeler pervers narcissique, un concept qui n'a pas forcément de véracité scientifique, puisque le pervers est une chose, le narcissique une autre, et que l'association des deux peut presque être contradictoire. En tout cas, une dénomination qu'on trouve dans les magazines, en général pour décrire une personne très méchante, qui embête une personne très gentille. Et le résultat littéraire est aussi manichéen que ce sens que je viens de donner. Pierre n'existe pas, il n'est pas assez ambigu pour mettre vraiment mal à l'aise. D'ailleurs, la seule scène qui m'est mis mal à l'aise, c'est quand son fils se colle à elle parce qu'il sent l'odeur du sang de ses règles. Il y a aussi la métaphore du virus informatique qui est la spécialité de Pierre. Virus qui parasite, qui abîme, comme la maternité qui abîme son corps, et le couple qui la déforme aussi, puisqu'elle se soumet aux différents dictats de beauté pour continuer de rester séduisante, a-t-on l'impression de comprendre. Et je me dis que si à première lecture, on a l'impression d'avoir saisi toutes les intentions de l'auteur, c'est qu'il manque des couches, des fameuses surcouches, une sorte d'arrière-plan au roman, des niveaux d'épaisseur, de compréhension. Quand j'ai atteint à peu près la moitié, je suis tombée sur un passage qui m'a presque donné envie de laisser tomber tellement il était absurde. Il est tellement born ou pénico-friendly que ça en est hallucinant. Et je me suis même demandé comment cela se faisait que personne dans la chaîne de production du livre lui ait dit « Écoutez, Madame Guillemin,
personne ne parlerait comme ça de son DRH ou à son DRH. Voici l'extrait en question. À tous les salariés que j'ai recrutés, aux autres dont l'entreprise a dû se séparer, que j'ai toujours mis un point d'honneur à accompagner vers l'inéluctable départ de la manière la plus douce possible. Je pense à ce chauffeur de camion intérimaire qui m'a avoué un soir, sur le parking de la société, juste avant de rentrer chez lui, qu'avant de me rencontrer, il parlait toujours à sa femme des ressources inhumaines, pour évoquer les différents services du RH qu'il avait côtoyés. Vous comprenez, les mois sans pause, les trajets sans sommeil, les plannings absurdes, comme si on était des robots, c'était mon quotidien. Grâce à vous, je revois ma femme, je fume moins, je suis plus présent pour les gamins. Je suis devenu un être humain. J'ai été cette femme-là, celle qui fait la différence. Un exemple des fables que se racontent les dominants. C'est assez marrant, je trouve, parce que je crois que c'est un roman sur la domination masculine. Il faudrait donc qu'il soit un peu plus conscient des rapports de force qui peuvent se jouer autour d'elle. Et c'est là où on voit qu'un féminisme bourgeois peut se mettre en place et faire totalement abstraction des questions sociales, des questions de domination autres que celles qu'elles subissent elles-mêmes au travail ou au sein de la famille. C'est vraiment poussé à son paroxysme dans ce roman. Et donc ce serait la seule raison pour laquelle je le recommanderais, même si c'est pas fait exprès. Pour voir les fables bourgeoises, pour voir les limites de ce féminisme précis, un féminisme que je qualifierais d'égoïste, de nombriliste, celui de l'empowerment, de la girl boss, qui a pour but de désaliéner la femme du foyer pour l'aliéner au travail, afin qu'elle obtienne les mêmes postes de pouvoir que l'homme, pour pouvoir exercer sa propre domination et son propre pouvoir sur les autres. Dans ce cadre-là, si on prend du recul avec ce qu'on est en train de lire, oui, on peut passer un moment assez plaisant. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.